19h45 à la télévision Labari, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du samedi 26 octobre 2019. Le ministre de la Santé, Ilyasu Idi Menassara, a été interpellé ce matin à l'Assemblée nationale relativement au calvaire sans fin d'une faible prise en charge des patients dans les hôpitaux publics. Ali Sissi Ibrahim, c'est les images de Halidou Bourem. Le ministre de la Santé publique Ilyasu Idi Menassara a répondu à l'interpellation introduite par le député Abdou Magawata qui voulait avoir des explications sur le calvaire sans fin d'une faible prise en charge des patients dans les hôpitaux publics. Mais aussi, entre autres questions, à quand les réformes dans les hôpitaux publics pour corriger toutes les insuffisances et dysfonctionnements constatés, ou à quand l'inauguration du centre de radiothérapie. À toutes les questions qui ont été posées au ministre de la Santé, celui-ci a répondu pendant 1 heure avant de faire le résumé ci-après. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Ce qu'ils ont dit, il y a des situations qui sont réelles, mais il y a des situations qui sont inexactes. Quand on dit, par exemple, dans un centre de santé, il n'y a rien. Non, je suis d'accord, on me dit c'est insuffisant. Mais il faut améliorer, je suis d'accord. Ou on dit l'État ne fait rien. Quand tu sors, gaillardement, tu dis l'État ne fait rien. Là, quand même, je pense que c'est manquer même de sagesse envers soi. Ou quand tu viens, tu dis à l'hôpital général de référence, il n'y a rien, tout ce qu'on fait n'est pas bon. Quand même, on a démontré la prise en charge au niveau de nos hôpitaux s'est améliorée. Nos hôpitaux ont un taux de guérison qui varie de 85 à 90%. Nos hôpitaux sont, je suis d'accord, pour le député qui a dit les hôpitaux sont saturés. Oui, ils sont saturés parce que les gens pensent que même le simple mal de tête, il faut l'amener à l'hôpital. Or, quand vous prenez Niamey, on a 60 CSI qui fonctionnent 24 heures sur 24. Les gens pensent que les CSI là, sont destinés aux femmes et aux enfants. Non, les CSI ne sont pas, c'est une activité intégrée. C'est pour ça qu'on les appelle centres de santé intégrés. On peut prendre en charge les enfants, les femmes, les adultes, tout le monde. Sur la mésentente entre le docteur Issimouha Dillé et l'hôpital national de Niamey, le ministre Ilyasu Idi Menassara a fait la mise au point suivante. Elle est en disponibilité. Elle a demandé une disponibilité pour convenance personnelle. Le ministère lui a donné une disponibilité pour convenance personnelle. Et elle s'est retrouvée au niveau de l'hôpital. Pour ces raisons propres, l'hôpital peut résilier un contrat. Parce que, contrairement à ce que tous les gens racontent, qu'elle est la seule qui traite le cancer, ou ils sont deux, non, ça c'est faux. On n'a pas un hôpital où on n'a pas un spécialiste qui ne prend pas en charge le cancer. Donc, je n'ai pas voulu vraiment m'attarder sur cette question parce que moi je suis convaincu que c'est un faux problème. C'est parce que la question a été posée ici à l'Assemblée, on a apporté des éclaircissements. Et si demain elle est prête à revenir à la fonction publique, elle fait la demande, on met fin à sa disponibilité et elle l'intègre. Enfin, en croit le ministre de la Santé, les prestations dans les services de santé sont satisfaisantes et que son ministère travaillera davantage à améliorer la qualité de l'offre des services de santé. Parlons économie dans cette édition avec la Banque mondiale qui a publié le rapport Doing Business 2020 qui est l'amélioration du climat des affaires. Dans ce rapport, le Niger est classé 132e, gagnant ainsi 11 points par rapport à l'année 2018, à classé 143e. Le décryptage de ce rang qu'occupe le Niger dans ce reportage signé Ariata Salah et Aboubakar Soule. Ce 17e rapport de la Banque mondiale Doing Business qui mesure la facilité pour faire des affaires dans 190 pays et les améliorations qui ont été apportées entre mai 2018 et mai 2019 classe le Niger à la 132e place, lui permettant ainsi de gagner 11 points par rapport à l'année 2018. Plusieurs raisons expliquent cette amélioration. De 143e place à 132e place, c'est quand même un bond important. Il faut le reconnaître. Et c'est un bond qualitatif qui peut être dû à plusieurs causes. Le gouvernement du Niger a créé une institution qu'on appelle la maison de l'entreprise. Cette maison de l'entreprise, c'était pour vraiment diminuer au maximum le temps
qu'un investisseur ou un entrepreneur, quelqu'un qui veut créer une entreprise, le temps qu'il doit mettre pour mettre en place son entreprise. Il y a dans la batterie des réformes que l'État du Niger est en train de faire, il y a aussi la révision du Code des investissements. Le Code des investissements, c'est une loi de dispositions que l'État, le gouvernement du Niger accepte de prendre pour alléger, pour donner des faveurs, pour sucrer l'environnement économique du Niger afin de capter les investisseurs. Ensuite, il y a un centre nigérien d'investissement qui a été créé. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été faites vraiment dans ce sens-là. Le code, j'allais oublier le code minier. Le code minier et le code pétrolier. Au début, c'était un code assez un peu crispé. Mais comme nous voulons attirer les investisseurs, donc on a allégé un certain nombre de choses au niveau du code pétrolier et du code minier qui donnent beaucoup d'avantages à tous ceux qui veulent vraiment venir au Niger investir. Avec cette amélioration du climat des affaires au Niger, le gouvernement doit appuyer les jeunes entrepreneurs pour mettre le Niger sur la voie de développement. Une chose est d'améliorer le climat des affaires. Une autre chose est aussi de chercher à voir comment on fait l'accompagnement. Si aujourd'hui, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'accompagnement, mais il n'est pas suffisant. Nos entreprises ne sont pas accompagnées. Il y a des jeunes qui sont là, qu'on appelle des start-up, n'est-ce pas, qui sont en train d'émerger, mais qui ont un problème d'accès au financement pour mettre en place leur entreprise. Et malheureusement, c'est sur cet aspect que le Niger pêche. Parce que quand vous prenez toutes les batteries des réformes qu'on fait, c'est vrai, elles concernent les Nigériens, les Nigériens, les investisseurs nigériens, mais c'est pour attirer plus l'extérieur, pour des grands investissements. Or, ici, ce qu'on veut, ce n'est pas les grands investisseurs, parce que les grands investisseurs, c'est vrai, ils vont venir, ils vont investir, mais sachez bien que c'est pour qu'ils rapatrient l'argent chez eux. Mais l'État du Niger doit mettre une politique, n'est-ce pas, de promotion de nos entreprises ici, les entreprises privées nigériennes, n'est-ce pas, les jeunes qui sont porteurs des projets, et des projets qui vont dans le sens de transformation, les projets qui vont dans le sens de booster l'industrie, n'est-ce pas? C'est en ce sens que l'État du Niger doit vraiment se canaliser pour que nous ayons des petites et moyennes entreprises de transformation de nos produits locaux. Si on met des entreprises de transformation en place, vous allez voir dans 5 ans comment le Niger sera. Et c'est ça le nœud du développement. La liberté d'entreprendre va de pair avec le développement économique et le dynamisme du secteur privé, soit deux conditions essentielles à l'élimination de la pauvreté et à la recherche d'une prospérité partagée. Après l'annonce de la date de la fermeture de la mine de la Cominac en mars 2021, les réactions fusent de partout. Nous vous proposons aujourd'hui celle de la société civile nigérienne, précisément celle de Moussa Tchangari. Pour lui, les autorités doivent penser à l'après-fermeture. C'est le reportage de Hassan Saleh Mustafa et Halidou Bourema. Dans 2 ans, quelques mois, la Cominac va fermer définitivement ses portes. Précisément, la date du 31 mars 2021 a été annoncée par le conseil d'administration de cette société. L'épuisement des réserves qui ne permet plus la poursuite des activités opérationnelles, le coût d'exploitation très élevé et la forte baisse des prix de l'uranium sur le marché sont entre autres raisons qui ont conduit à cette fermeture selon le conseil d'administration de la Cominac. C'est une décision qui aura des conséquences pour des personnes qui risquent de perdre leur emploi et ce n'est pas très surprenant également. Je pense que Orano est en difficulté ici. Et Orano est même en difficulté au plan international et donc cherche à se dégager. Bon, maintenant, il faut que nous, on se saisisse de cette occasion pour peut-être chercher d'autres partenaires qui peuvent être intéressés et assurer la reprise de ces activités-là par d'autres. Parce que dans tous les cas, nous aussi, on n'est pas obligé de s'approcher à un seul partenaire. Ils veulent partir, ok, bon, ben, ils peuvent partir. Pour l'acteur de la société civile nigérienne, les autorités doivent penser déjà à l'après-fermeture, notamment l'essor des travailleurs.
car les conséquences seront énormes. On souhaite que le gouvernement prenne au sérieux la question et qu'il essaye de voir quelle solution justement il faut trouver. Et puis, normalement, on devrait prendre des mesures pour que Orano ne puisse pas quitter comme ça, en abandonnant les gens à leur sort, etc. Il faut que les gens soient protégés. Ils peuvent partir s'ils veulent, mais il faut qu'ils partent tout en ayant assuré quelque chose pour les gens. Et donc ça, je pense que c'est l'État qui doit veiller à défendre un peu le sort des travailleurs, etc. S'assurer que ça se passe dans des conditions qui respectent au moins la réglementation en vigueur. J'estime que ça, c'est le minimum que l'État du Niger puisse faire. C'est s'assurer que ce n'est pas un retrait qui va avoir des conséquences très désastreuses pour la chose. Mais c'est sûr que le retrait en soi, ça aura forcément des conséquences. Maintenant, il faut négocier, discuter avec les gens et surtout, il faut appliquer la réglementation en vigueur. Exploitée depuis 1978, la Cominac est détenue à hauteur de 31% par la Soupamine, 34% par Orano, ancien Areva, 25% par Urt du Japon et Enusa d'Espagne, 10%. Ainsi, des milliers de salariés et de sous-traitants travaillent dans cette mine située dans le département d'Arlit, région d'Agadez. Un débat intergénérationnel sur la paix dans l'espace IMOA a été organisé hier après-midi à la place Amadou Boubacar de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Ils étaient nombreux à prendre part à cette conférence, nous rapporte Hamza Sakou sur les images de Sadou Doumi. Dans un contexte d'insécurité dans le Sahel, le Niger s'est défini aux attaques terroristes et autres crimes organisés sur le territoire national, des actes qui freinent le développement socio-économique des pays. Cependant, plusieurs acteurs de la société se sont retrouvés autour du dialogue intergénérationnel de l'espace UMOA pour la culture de la paix et la quiétude sociale. Je crois aux vertus du dialogue et je suis de ceux qui pensent que du dialogue des cultures, dialogue politique, dialogue social, du dialogue d'une manière générale sous toutes ses formes, naît la compréhension et l'esprit de paix. Et je suis aussi de ceux qui croient à la prévention, qui croient aux vertus de l'alerte. C'est très important pour créer les conditions d'apaisement, les conditions de paix, qui sont les éléments essentiels pour qu'il puisse y avoir de la production et pour qu'il puisse y avoir également de la prospérité et de la paix. Les syndicats, comme vous le savez, ils ont comme rôle principal le corporatisme qui ne leur empêche pas aussi de prendre des positions politiques. Cependant, c'est sur quoi le syndicat insiste, c'est la défense des intérêts matériels et moraux de leurs membres. De l'autre côté, la société civile, c'est le contrôle citoyen de l'action publique. Donc les partis politiques aussi ont un rôle, celui, n'est-ce pas, de la conquête et de l'exercice du pouvoir à travers un programme politique. Au terme des présentations, les participants n'ont pas manqué d'exprimer leurs impressions. Parlant de la paix, je crois que beaucoup de définitions peuvent en jaillir. Mais ce que nous pouvons retenir de la paix, c'est un comportement, une attitude, et voir des conceptions que nous pouvons tous faire créer. Mais il faudrait à ce que la paix ne soit pas un concept utopique. C'est vraiment tirer des bonnes leçons parce qu'aujourd'hui, cette conférence a fait en sorte que nous nous sommes rendus compte qu'au-delà de ce que disent les uns et les autres, la paix n'est pas un vrai mot en réalité. C'est d'abord un état d'esprit. C'est un état d'esprit qui se traduit par un comportement. Toutes les couches sociales sont interpellées à bien jouer leur rôle pour la promotion de la paix, condition sine qua non pour un développement durable.
Célébration ce matin de la Journée internationale des Nations Unies, une journée au cours de laquelle une conférence débat a été organisée par le cadre de concertation des associations des jeunes de Niamey. Asma Ousseidou, Ibrahim Abdou. Faire découvrir aux jeunes les opportunités que les Nations Unies leur offrent et renforcer leurs capacités, c'est l'objet de cette conférence débat initiée par le cadre de concertation des associations de jeunesse de Niamey CCAJ. Informer la jeunesse nigérienne sur comment devenir un volontaire des Nations Unies afin qu'elle puisse profiter, découvrir les sites pour qu'ils puissent s'investir dans la promotion du volontariat, car les pays développés sont passés par là. Comment ne pas faire la promotion du volontariat, car ils participent pleinement dans la construction d'une citoyenneté active, à contribuer à l'appropriation par les citoyens en jeu et en défi du développement durable. Basé sur l'enregistrement et une compréhension mutuelle, les volontaires contribuent à l'apaisement des sociétés et au renforcement de la cohésion sociale. La mission du cadre de concertation est de renforcer la capacité de la jeunesse nigérienne et promouvoir une synergie d'action entre les différentes associations de jeunesse pour contribuer à l'atteinte des objectifs du développement durable pour un Niger développé, épanoui et prospère. Les associations membres du cadre de concertation se donnent l'orientation de travailler ensemble en parfaite collaboration pour la promotion de la jeunesse sans compétition, mais en complémentarité, avec sens de responsabilité à travers un engagement volontaire et bénévole. Occasion pour le directeur pays des Nations Unies d'expliquer aux jeunes la notion du volontariat dans le système des Nations Unies. La mission, c'est de pouvoir donner le maximum d'informations aux jeunes Nigériens pour qu'il y ait un nombre important de jeunes Nigériens qui saisissent des opportunités de travail aux Nations Unies. C'est des opportunités. Pour le moment, c'est des informations qu'on va vous donner. On va vous donner des sites. Il vous revient de saisir ces informations-là, de suivre les sites et de postuler au poste. Il n'y a pas de poste cadeau, que ce soit aux Nations Unies et que ce soit partout. Mais vous êtes tous des potentiels volontaires des Nations Unies, que ce soit au niveau national ou international. Vous avez déjà les compétences, vous avez déjà les prérequis. Peut-être c'est juste l'information qui vous manque et c'est ces informations qu'on va vous donner. Ce n'est que des séries d'activités qui commencent. En plus de ce thème sur le volontariat, plusieurs thématiques ont fait l'objet des débats à l'occasion de cette journée internationale des Nations Unies. Les ressortissants de Gouchi, c'est dans le département de Dungas, région de Zander. Les résidents à Niamey ont procédé cette semaine à un don de fournitures scolaires au profit des élèves des écoles primaires de la dite localité. Ben Salah depuis Zander. Gouchi, c'est à 95 km à l'est de Zander, dans le département de Dungas. L'école primaire de cette localité a abrité ce matin la cérémonie de don de 19 cartons de fournitures scolaires au profit des élèves du primaire. Don offert gracieusement par une association dénommée l'association Taimo Konjuna et Bunkasakasa. Ce sont les ressortissants de Gouchi résidant à Niamey. Le premier responsable du département de Dungas salue cet acte patriotique de ces généreux donateurs. C'est l'occasion pour moi de vous féliciter et de vous, au nom du président de la République, son Excellence Elhadji Mahamadou Issoufou, du Premier ministre Birji Rafini, du gouvernement de la 7e République et particulièrement du ministre de l'enseignement primaire pour le geste que vous venez de faire donc pour l'éducation primaire, pour l'enseignement primaire. De son côté, l'inspecteur de l'inspection de l'enseignement primaire de Dungas a déclaré que ce don vient à point nommé au moment où l'année vient de commencer et que les élèves ont tant besoin de fournitures. Ce don vient à point nommé parce qu'on a grand besoin. Cette association s'est manifestée depuis l'année passée pour aider l'éducation. Et voilà, elle vient de le concrétiser. Et nous demandons à la population, aux autres partenaires qui interviennent dans la commune, d'emboîter les pas à cette association parce qu'elle fait de gros efforts malgré ses moyens modestes. Dépêcher même une mission depuis Niamey pour transporter ces fournitures
c'est encore un autre prix. En prenant la parole, le chef de la division suivi du secteur désenclavement, président de cette association Temakonjuna, dans son intervention a situé l'importance du choix des fournitures à l'intention des élèves du primaire après avoir procédé à un don de médicaments au CSI de Gouchi. L'inspecteur nous a présenté le tableau. Voilà le besoin, voilà ce qu'ils ont reçu de l'État et voilà le gap. Et donc, le don en question tombe à un bon moment parce que ça couvre le gap en cahier. Ils ont un besoin de 7000 à peu près 900 et quelques cahiers. Nous avons octroyé 9120 cahiers. Donc ça vient combler le gap. Et c'est vraiment un sentiment de satisfaction, non seulement de la population, mais aussi de l'inspecteur et de nous autres qui octroyons. Cette cérémonie s'est déroulée sous une luisance totale de la joie de la population de Gouchi en présence des élèves de toutes les écoles primaires de la dite localité. Une cérémonie rehaussée de la présence du chef de canton de Gouchi, accompagné à cet effet des notables de la dite chefferie. Une mosquée et une mini-addiction d'eau potable ont été mises à la disposition des populations du quartier Pays-Bas et alentours. Deux infrastructures construites par une société saoudienne. Elles ont été inaugurées le vendredi 25 octobre dernier. Ibrahim Tikire, Sadoudoumi. En ce jour saint de l'islam, les populations du quartier Pays-Bas et alentours ont bénéficié de deux infrastructures. Il s'agit de l'inauguration d'une mosquée et d'un château d'eau à grande profondeur. Le geste est l'œuvre de la société saoudienne Abar Sihab Al-Her, réalisée par la société Al-Rawad pour le développement et l'entrepreneuriat général au Niger. Alhamdulillah, الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تتحقق الأحلام والمقاصد. هنا نحن اليوم في افتتاح كبير يعني حفل كبير افتتاح مسجد النابلسي مع بئر ارتوازي بحضور هذا الكريم الذي كنا ننتظره منذ زمن طويل والحمد لله بتوفيق من الله تم تحقيق هذا الهدف الذي هو بناء هذا المسجد وكذلك تنفيذ بئر ارتوازي عميق كما هو الظاهر على جسد. والآن نعطي الكلمة لإمام المسجد وزعيم القرية. Quant à l'imam de la mosquée, il a adressé ses remerciements aux donateurs et à la société Al-Rawad pour ce geste salutaire à l'endroit des populations. Alhamdulillah, ina irko subhanahu wa ta'ala sabu kanna irno borewo kanka kirga sine da jingare woni woki kaga feirisre inirno himma hari gumo assalam tare zama assalam tare wa sinda herbieri kan aga be himma kan to ase jingare woni irga hansa sabi se gumo irko mi duma bo bandi irko mi kina bo bandi irko makka gomni dan isara inshallah. Quant à la société Al-Rawad, elle a réitéré ses remerciements aux donateurs pour la construction d'une mosquée et d'un château d'eau au grand bonheur des populations du quartier Pays-Bas et alentours. نحن اليوم نقوم بصدد افتتاح مشروع بناء مسجد باسم المسجد النابلسي ونقوم كمان بافتتاح بئر أو إعادة افتتاح بئر أحمد راشد أحمد. كما تشاهدون الحياة مستمر فوق هذا البئر ونحن اليوم في مؤسسة الرواد للتنمية والمقاولات نشكر الله سبحانه وتعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى الذي يعني ورانا هذا اليوم. وكما تلاحظون سكان القرية منبسطين مفروحين جدا جدا بهذه المناسبة. ها هنا اليوم حققت أحلامهم ونحن اليوم نفتخر بأنفسنا بهذه الساعة ونشكر والشكر موصول إلى القائمين على هذا المشروع من شركة آبار سحاب الخير إلى كل من ساهم لإيصال هذا المشروع إلى أهالي هذه القرية. شكرا لكم جميعا بارك الله فيكم. Une photo de famille a couronné cette cérémonie d'inauguration d'une mosquée et d'un château d'eau dans le quartier Pays-Bas de Niamey. Parlons sport dans cette édition avec le coup d'envoi ce week-end de la Super League de football 2019-2020. À cette occasion, la FENIFOOT a organisé ce matin une conférence de presse pour annoncer le lancement de la nouvelle saison placée sous les signes de l'excellence. Ibrahim Tikire, Ibrahim Abdou. Face à la presse sportive, trois intervenants. D'abord, le secrétaire général de la FENIFOOT qui a rappelé le contexte dans lequel intervient le début de la Super League. Malheureusement encore, cette année, nous allons démarrer le championnat
sans sponsor, sans subvention, qui devra soutenir les efforts de la Fédération nigérienne de football. Mais comme chaque année, le président de la Fédération nigérienne de football, le comité exécutif, la FENIFOOT de façon générale, n'est pas resté les bras croisés et attendre qu'une quelconque manne tombe du ciel. Parce que s'il nous faut attendre justement, cela voudrait dire que nous courons le risque de ne pas compétir, de ne pas lancer les compétitions. Donc en dépit de ces difficultés, la FENIFOOT a jugé utile de lancer les compétitions, de lancer le championnat, afin que le ballon roule au bénéfice de tous les acteurs, au bénéfice des clubs, au bénéfice des joueurs, des supporters, etc. Puis le président de la commission centrale des compétitions qui a tiré un bilan positif de la saison écoulée, couronné par la qualification du MENA A-Prime au CHAN Cameroun 2020. Pour nous, vraiment, c'est un bilan très positif, car malgré le manque de moyens, le manque de sponsors, nous avons pu terminer la saison, et aussi malgré l'impératif du temps que la CAF nous a imposé en pleine saison, parce que nous avons démarré la saison quand nous avons reçu une lettre de la CAF qui intimait pratiquement à tous les pays de terminer leur championnat à la fin du mois et de mai. Donc quand nous avons reçu cette lettre, nous avons convoqué pratiquement tous les présidents et de clubs concernés. Nous avons tenu une réunion ici même à la FENIFOOT. On leur a expliqué le problème et Dieu merci, ils ont tous adhéré, ils ont tous accepté. Donc c'est l'occasion pour nous ici vraiment de les remercier, de leur dire merci. Parce que sans eux, ça m'étonnerait qu'on puisse finir le championnat à temps. Donc encore une fois, nous leur disons merci pour la compréhension. Et le vice-président de la commission centrale des arbitres sur les nouvelles lois de jeu. Ces modifications sont intervenues en avril 2019, mais il avait été donné la latitude aux fédérations, puisque les gens étaient déjà dans les compétitions. On ne peut pas changer les lois de jeu en pleine compétition. Donc la FIFA avait donné une date butoir jusqu'au 1er juin pour ceux qui ont déjà fini les compétitions de l'année 2018-2019. Malheureusement, nous n'avons pas pu terminer nos activités avant le 1er juin, donc on a continué sur les anciennes lois. Donc c'est pour dire qu'à partir de cette année, véritablement, les principales modifications des lois de jeu vont être tenues par les officiels. En marge de cette conférence de presse qui marque le lancement de la Super League 2019-2020, la FENIFOOT a procédé à la remise symbolique des ballons aux clubs et aux associations régionales. Pour le compte de la première journée de la Super League, 7 rencontres sont prévues, dont 5 à Niamey et 2 à l'intérieur du pays. Notons qu'une minute de silence a été observée à la mémoire de M. Issa Moustapha, journaliste, président du club Tonnerre FC, décédé ce samedi 26 octobre 2019 de suite d'une maladie. Que son âme repose en paix. Amen. Du sport, toujours avec la victoire de l'AS Sonidep hier après-midi au stade général Seni Kounché sur l'ISGN, 2-0. C'était lors de la Super Coupe. Détail avec Abdrazak Léo et Aboubakar Souley. 2-0. C'est sous ce score que l'AS Sonidep s'est imposé face à l'USGN pour s'offrir la Super Coupe nationale. Un score qui reflète également la physionomie de la rencontre, tant la Sonidep a été plus forte dans tous les compartiments. On pêche toujours devant pour scorer. C'est ça notre véritable problème. On n'arrive pas à marquer des buts, malgré les occasions qu'on arrive à se créer. L'adversaire, apparemment, il est plus expérimenté que nous. Nous avons les jeunes joueurs, malheureusement, jusqu'à présent, ça reste beaucoup. Nous avons beaucoup de travail à faire, naturellement. Nous allons essayer, en tout cas, déjà la semaine prochaine, ça va être le championnat pour nous, puisqu'on joue mardi prochain à Zender. Nous allons essayer de corriger ce qui n'a pas marché. Voilà. J'ai gagné en tant que joueur. Aujourd'hui, je regarde en tant qu'entraîneur, sans diplôme, je peux dire. Donc je remercie les bondés. Je n'ai jamais perdu une finale de la Coupe en tant que joueur. Aujourd'hui, j'ai gagné en tant qu'entraîneur. Peut-être ça va me suivre.
j'assure à l'intérim maintenant. Peut-être dans quelques jours, dans quelques mois, on peut avoir quelqu'un qui peut me remplacer. Ainsi, comme en 2018, l'AS Sonidep en 2019 s'impose à nouveau. De quoi faire le plein de confiance pour le nouvel exercice du championnat 2019-2020. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.